Asseyez-vous un instant, et laissez-moi vous conter l'histoire d'une ombre qui cherchait la lumière dans un monde de grisaille. Cette histoire commence par un jour d'avril, un jour où le froid n'était pas seulement dans l'air, mais niché au cœur même des pierres de Londres, cette cité que l'on nommait alors la première métropole de l'Océania. Imaginez un homme nommé Winston Smith. Il n'avait rien d'un héros de légende. C'était un homme frêle, le corps marqué par les privations, montant avec peine les escaliers des maisons de la Victoire. À chaque palier, un visage immense le fixait depuis une affiche, celui d'un homme à la moustache noire, dont le regard semblait vous suivre partout. Big Brother vous regarde, disait l'inscription. Et ce n'est pas qu'une simple image. Dans son petit logis, Winston vivait sous l'œil d'une plaque de métal oblongue, un tel écran qui ne s'éteignait jamais. Ce miroir sombre déversait sans cesse des louanges sur la production d'acier, tout en épiant le moindre souffle, le moindre battement de cils de ceux qui vivaient devant lui. Pour l'État, le silence était suspect et la solitude un crime. Mais ce jour-là, Winston fit quelque chose de terrible et de magnifique à la fois. Il se glissa dans un recoin de sa pièce, un petit renforcement que le télécran ne pouvait pas tout à fait voir. Là, il sortit un objet d'un autre âge, un livre blanc, aux pages lisses et pures, acheté en secret dans une boutique poussiéreuse. C'était un acte de rébellion pure, car tenir un journal, c'était inviter la mort à sa table. Alors qu'il s'apprêtait à écrire, ses pensées s'envolèrent vers son travail au ministère de la Vérité. Un nom bien étrange pour un lieu où l'on réécrit le passé pour qu'il serve le présent. Il se souvient de la semaine de la haine, de ce moment où les visages se transformaient en masques de fureur devant l'image d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple. Dans cette cohue de haine, Winston avait croisé deux regards. D'abord celui d'une jeune fille aux cheveux sombres, qu'il craignait et détestait car elle semblait être l'espionne parfaite, puis celui d'un homme puissant nommé O'Brien. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux s'étaient rencontrés et Winston avait cru y voir une étincelle de compréhension, un secret partagé dans ce désert de mensonges. Pris d'une sorte de transe, Winston finit par poser sa plume sur le papier. Ce ne fut pas une belle phrase qu'il écrivit, mais un cri répété encore et encore, occupant toute la page. « À bas Big Brother !» En posant son stylo, il comprit que le fil de sa vie était rompu. Qu'il soit arrêté à cet instant ou des années plus tard, cela n'avait plus d'importance. Il était devenu un criminel de la pensée. Et dans ce monde-là, le crime de la pensée n'entraîne pas la mort. Il est la mort. Le voyage de Winston Smith dans les méandres de l'Océania ne faisait que commencer. Laissez-moi vous raconter ce qui advint après que sa plume eut tracé ces mots interdits. À peine le livre était-il refermé qu'un coup sec résonna à sa porte. Winston crut que son heure était déjà venue, que la police de la pensée frappait à sa porte pour l'emmener vers l'oubli. Mais ce n'était que la voisine, la pauvre Madame Parson, une femme prématurément vieillie par la peur et la fatigue. Elle avait besoin d'un homme pour déboucher son évier, car son mari, cet imbécile de Tom Parson, était encore au ministère. Winston entra dans leur demeure, un lieu qui empestait le chou bouilli et l'assurance, reflet de la misère ordinaire de ce monde. C'est là qu'il fit face à une vision plus terrifiante que n'importe quelle affiche de Big Brother. Les enfants de Parson. Ces petits êtres déguisés en espions ne jouaient pas comme les enfants de jadis. Ils hurlaient des menaces, pointant des pistolets factices sur Winston en l'accusant d'être un traître et un criminel de la pensée. Ils étaient nés dans la haine, élevés par le parti pour surveiller leurs propres parents. Winston comprit alors que le cœur de la famille était devenu un nid de délation. Les enfants n'attendaient qu'une chose, voir les pendaisons des prisonniers de guerre le soir même au parc. De retour dans son logis, Winston fut assailli par un souvenir ou peut-être un rêve. Il y a 7 ans, une voix lui avait murmuré dans l'obscurité. Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. Il était certain que cette voix appartenait à O'Brien, cet homme du parti dont le regard lui avait semblé si complice. Mais pour l'heure, les ténèbres étaient partout. Winston réalisa, avec une froide certitude, qu'il était déjà un homme mort. Le simple fait d'avoir ouvert ce journal l'avait condamné. Il se remit pourtant à la tâche, non pas par espoir, mais par besoin de témoigner devant l'avenir. Il nettoya sa plume, cacha son livre sous une latte du plancher et se prépara à retourner au travail, portant sur lui l'odeur du chou et le poids d'un destin inéluctable.
Dans le silence de la nuit, l'esprit de Winston s'évada vers des contrées que le parti ne pouvait pas encore totalement envahir. Il vit sa mère, un souvenir flou baigné d'une tristesse infinie. Elle était assise quelque part, loin en dessous de lui, dans un endroit qui sombrait comme la cale d'un navire qui prend l'eau. Elle le regardait avec amour, un sentiment qui semblait appartenir à un autre monde. Un monde où les émotions n'avaient pas besoin d'être utiles à l'état. Dans ce songe, Winston comprit une vérité amère. Sa mère était morte pour qu'il puisse vivre. À une époque où la mort était encore une affaire privée, un acte chargé de sens. Puis le décor changea. Il se retrouva dans ce qu'il appelait le Pays d'Or, une prairie baignée de soleil où le vent faisait onduler les hautes herbes. Là, il vit la jeune fille aux cheveux sombres. D'un geste lent et magnifique, elle déchira ses vêtements, non pas par désir, mais avec un mépris si total pour le parti que ce geste seul semblait capable d'anéantir toute la puissance. Mais la réalité est une maîtresse cruelle. Un sifflement strident jaillit du télécran. C'était l'heure de la gymnastique corrective. À 39 ans, Winston dut forcer son corps raide et obéir aux ordres d'une femme acariâtre qui hurlait depuis l'écran. Tout en s'étirant, ses pensées dérivaient vers les sables mouvants de l'histoire. Le parti affirmait que l'Océania avait toujours été en guerre contre l'Eurasia et allié à l'Eustasia. Pourtant, Winston savait au plus profond de ses fibres que c'était un mensonge. Mais si tous les documents sont réécrits, si toutes les mémoires s'effacent, où réside la vérité ? Celui qui contrôle le passé contrôle le futur, disait le slogan. Et pour contrôler le passé, il fallait maîtriser la double pensée. Cet art de croire simultanément à deux choses contradictoires, d'oublier ce qu'il est dangereux de savoir, puis d'oublier l'acte même de l'oubli. Smith, 6079. Smith Winston, hurla la voix du télécran. Winston, surpris dans ses réflexions, fut rappelé à l'ordre. Il devait toucher ses orteils, il devait montrer du zèle. Sous l'œil de Big Brother, même l'esprit n'a pas le droit de vagabonder. C'est ainsi que l'on brise un homme, en lui volant son passé pour ne lui laisser qu'un présent de sueur et de mensonges. Voyez-vous, nous entrons maintenant dans le cœur battant de l'illusion, là où la vérité est forgée et détruite chaque jour. Suivant Winston dans les entrailles du ministère de la Vérité, dans la petite cabine où il passait ses journées, là où l'histoire n'était qu'une argile molle entre ses mains. Le travail de Winston consistait à guérir le passé de ses erreurs. Devant lui, des tubes pneumatiques crachaient sans cesse des petits rouleaux de papier. Les ordres venus d'en haut, rédigés en 9 langues. Et à portée de sa main s'ouvraient les trous de mémoire, des fentes protégées par des grilles de fer où l'on jetait les documents condamnés. Un souffle d'air les emportait vers des fourneaux invisibles pour les réduire en cendres. Ce jour-là, Winston reçut une tâche singulière. Il devait corriger un vieux discours du grand frère, prononcé en décembre de l'année précédente. Dans ce texte, le dirigeant félicitait chaleureusement un certain camarade Withers, un membre éminent du parti intérieur à qui l'on avait décerné une décoration. Mais voilà, entre-temps, Withers était tombé en disgrâce. Il avait été arrêté, effacé. Dans ce monde, mourir ne suffit pas. Il faut n'avoir jamais existé. Withers était devenu une impersonne. Pour nettoyer le discours du grand frère et faire en sorte qu'il n'ait jamais mentionné ce traître, Winston dut faire preuve d'imagination. Il ne pouvait pas simplement effacer le nom. Il fallait le remplacer par une histoire tout aussi édifiante. C'est alors que, de sa plume, il donne la vie au camarade Ogilvy. Il inventa cet homme de toutes pièces. Dans son écrit, le camarade Ogilvy avait été un citoyen parfait. Dès son plus jeune âge, il avait renoncé aux jouets pour se consacrer au parti. À 11 ans, il avait dénoncé son oncle. Il ne fumait pas, ne buvait pas, et avait fait vœu de célibat pour ne pas détourner son esprit du devoir. Finalement, à 23 ans, encerclé par l'ennemi lors d'une bataille navale, il s'était jeté à la mer avec de lourdes mitrailleuses pour ne pas risquer de livrer des secrets sous la torture. Winston contempla son œuvre avec une satisfaction d'artisan. Le camarade Ogilvy n'avait jamais respiré, il n'avait jamais marché sur cette terre. Pourtant, dès le lendemain, grâce à l'encre et du papier des archives réécrites, il deviendrait une vérité historique. Un homme réel,
s'était évanoui dans le néant, tandis qu'un fantôme prenait sa place dans la mémoire des hommes. C'est une bien sombre leçon, voyez-vous. Lorsque le pouvoir peut ainsi réécrire le passé, la frontière entre le rêve et la réalité s'efface, et les morts de papier finissent par gouverner l'esprit des vivants. Écoutez maintenant ce qui se trame lorsque les hommes décident de voler aux autres jusqu'à l'usage de leurs propres mots. Suivant Winston, dans le brouhaha de la cantine du ministère, un lieu lourd d'effluves de ragoût insipide et de gin de la victoire où le corps fatigué se bouscule sous une lueur crue. C'est là qu'il s'assit ce jour-là aux côtés de Sim, un homme au regard trop vif, un philologue dont l'esprit était tout entier dévoué à une tâche effrayante, la création de la 11e édition du dictionnaire de la novlangue. Écoutez bien ce que ce savant disait à Winston, car ses paroles portent le frisson d'une grande noirceur. Sim ne cherchait pas à enrichir la langue, non. Il en détruisait les morceaux. C'est une belle chose, la destruction des mots, disait-il, avec une ferveur de converti. Vois-tu, mon ami, réduire le langage, c'est amputer la pensée. Si l'on efface le mot liberté, comment l'esprit peut-il encore concevoir la révolte? En supprimant les nuances, en ne laissant que le noir et le blanc, le parti voulait rendre le crime de la pensée tout simplement impossible, car il n'existerait plus aucun terme pour lui donner vie. Winston regardait son compagnon et ressentait une amère certitude. Sim était trop lucide, il voyait trop clair, il parlait avec trop de franchise, même s'il aimait sincèrement l'orthodoxie du parti. Et dans ce royaume de l'aveuglement volontaire, l'intelligence sans filtre est une sentence de mort. Winston savait au fond de son âme que Sim serait un jour effacé, volatilisé dans le néant des archives. Le lourd Parson vint alors s'installer à leur table, apportant avec lui l'odeur de sa sueur et la bêtise de son zèle. Il quémandait des pièces pour la semaine de la haine et se vantait le sourire aux lèvres de la cruauté de ses propres enfants. Sa petite-fille, racontait-il fièrement, avait suivi un inconnu dans la rue avant de le livrer à la patrouille simplement parce qu'il portait des chaussures d'une forme inhabituelle. Voyez comme le poison avait pris un père dont le cœur débordait de fierté en voyant sa progéniture transformée en meute de loups. Soudain, la voix métallique du télécran s'éleva au-dessus du vacarme pour annoncer une grande victoire économique. Les rations de chocolat allaient être augmentées, disait-elle. Autour d'eux, leurs visages s'éclairaient de gratitude. Pourtant, Winston s'en souvenait avec une netteté douloureuse. La veille encore, le parti avait diminué cette même ration. Mais le souvenir des hommes est une eau qui s'évapore. Le mensonge était devenu l'air qu'ils respiraient. À une table voisine, un homme parlait sans trêve. Sa voix n'avait plus rien d'humain. Elle ressemblait au concanement d'un canard. Il recrachait les slogans du parti sans que son cerveau n'ait à intervenir. Ses cordes vocales vibrant de façon purement mécanique. C'était cela, l'idéal ultime du pouvoir, que l'homme parle sans penser. Et au milieu de cette triste comédie, Winston leva les yeux et croisa à nouveau le regard de la jeune fille aux cheveux sombres. Elle était assise, non loin, et ses yeux noirs le fixaient avec une intensité insoutenable. Une vague de terreur glacée submergea le pauvre homme. Pourquoi le surveillait-elle ainsi? Était-elle l'ombre du bourreau qui planait déjà sur sa tête? Notre ami Winston vit dans un monde où la langue s'éteint, où les pères glorifient les traîtres de leur propre sang, et où le regard d'une femme n'apporte pas la paix, mais l'effroi d'un piège qui se referme. Prenez une grande inspiration, car ce que Winston va confier à son journal ce soir-là demande toute notre compassion. C'est dans les recoins les plus sombres de l'intimité humaine que nous descendons à présent, là où le parti a commis son crime le plus effroyable. Empoisonner la source même de l'amour et du désir. Face à la page blanche, la plume de Winston tremblait, lourde d'un souvenir secret qu'il portait comme un fardeau depuis 3 ans. Il se revit dans une ruelle obscure du quartier des prolétaires, guidé par la lueur misérable d'une lanterne. C'est là, dans un sous-sol étouffant, qu'il avait rencontré une femme. Winston ne cherchait pas le plaisir. Il cherchait désespérément une échappatoire, un instant de rébellion par le corps. Mais la lumière d'une bougie trempe le regard des hommes mûrs par la solitude.
Lorsqu'il l'avait enfin vue sous la clarté crue d'une ampoule, le voile était tombé, la femme était vieille, grand-mère sans doute, le visage plâtré d'un fard grossier et la bouche dépourvue de dents. Et pourtant, dans un élan de désespoir et de dégoût mêlé, il était allé jusqu'au bout. Écrire cette infamie dans son journal était sa manière de jeter sa propre honte à la face du monde. Pourquoi en était-il réduit là, me demanderez-vous? Laissez-moi vous expliquer la grande et terrible ruse du parti. Voyez-vous, le pouvoir ne cherchait pas seulement de contrôler les corps, il voulait extirper le plaisir de l'âme humaine. L'amour entre un homme et une femme était interdit, car un couple uni forme un rempart que l'État ne peut briser. Le mariage n'était toléré que pour une seule et unique tâche, engendrer de nouveaux sujets pour Big Brother. Le parti savait une vérité profonde. Un peuple privé de joie et d'épanouissement sexuel devient un peuple frustré, névrosé. Et cette frustration, cette colère accumulée, le pouvoir savait la transformer en une haine féroce, une énergie aveugle qu'il dirigeait à sa guise contre ses ennemis lors des défilés. Winston songea alors, le cœur serré, à son épouse Catherine, dont il était séparé depuis des années. Une femme pure, selon les critères du parti, c'est-à-dire une femme à l'esprit totalement vidé de toute humanité. Il se souvenait de la froideur de son corps, rigide comme une planche de bois. Une fois par semaine, elle exigeait qu'ils s'unissent, appelons ce moment douloureux et mécanique notre devoir envers le parti. L'absence de plaisir était pour elle une preuve de vertu. Il n'avait pas pu avoir d'enfant, et le mariage s'était dissous dans le silence. En reposant sa plume, Winston s'aperçut que sa confession ne l'avait pas délivré. Le souvenir de la vieille femme au phare grossier restait gravé en lui. C'est une bien triste vérité. Lorsque l'État réussit à transformer l'acte de vie en une corvée glaciale et le désir en un acte de pure déchéance, c'est l'étincelle même de l'humanité qu'il est en train d'éteindre. Il eut un cri de désespoir déchirant de la part de Winston, un cri jeté vers les profondeurs de l'océan humain. C'est dans ce 7e chapitre qu'il pose sur le papier une vérité qui fait frémir le pouvoir. Si de l'espoir il y a, il réside dans les prolétaires. Voyez-vous, ces prolétaires constituaient la masse oubliée de l'Océania, 85% d'une population abandonnée à elle-même dans les bas-fonds de Londres. Le parti ne cherchait même pas à les éduquer, ni à leur imposer sa terrible double pensée. On les laissait travailler, s'aimer, se quereller et mourir comme des bêtes libres. Le pouvoir disait d'eux, avec un mépris souverain, les prolétaires et les animaux sont libres. Winston comprenait que seule cette force brute, si elle s'éveillait un jour, pourrait briser les murs de la cage de fer. Mais là était le grand mystère, la tragédie de leur condition. Tant qu'ils ne prendraient pas conscience de leur force, ils ne se révolteraient pas. Et tant qu'ils ne se seraient pas révoltés, ils ne pourraient pas prendre conscience. Ils vivaient au jour le jour, se battant pour des casseroles ou du combustible, ignorant la tempête qui avait englouti le passé. Pour mesurer l'étendue du mensonge, Winston ouvrit un vieux manuel d'histoire destiné aux enfants du parti. Le livre décrivait le monde d'autrefois comme un enfer de noirceur où des hommes coiffés de chapeaux de forme, les capitalistes, possédaient tout et abusaient de quiconque travaillait pour eux. Le parti prétendait avoir libéré les hommes de ces monstres. Mais Winston se posait la seule question qui vaille. Était-ce vrai? La vie était-elle vraiment pire autrefois? À une époque où l'on connaissait encore le goût de la liberté, il n'existait plus aucun témoin pour lui répondre, car le passé n'avait plus de fondation. C'est alors qu'un souvenir précis, une preuve palpable de la grande imposture, remonta à sa mémoire. Des années plus tôt, au ministère, le hasard avait mis entre ses mains une coupure de journal datant d'un quart de siècle. Elle montrait la photographie de 3 anciens dirigeants du parti, Jones, Aronson et Rutherford, exécutés pour haute trahison. Or, la date de la photo prouvait de manière absolue que le jour où ils étaient censés avoir livré des secrets à l'ennemi sur le sol asiatique, ils se trouvaient en réalité à New York. Pendant quelques minutes, Winston avait tenu entre ses doigts une vérité concrète, un morceau d'histoire authentique capable de faire voler le parti en éclats. Par peur, il l'avait jeté dans un trou de mémoire, le condamnant aux flammes. Mais le souvenir de cette photo le hantait. Le parti exigeait des hommes qui rejettent le témoignage de leurs yeux et de leurs oreilles. C'était leur commandement ultime. Winston, solitaire au milieu du désert, écrivait alors
une phrase pour les générations futures, comme un phare dans la nuit. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Si cela est accordé, tout le reste suit. Méditez bien ces mots, car lorsque l'évidence devient un acte de foi et que la vérité doit se cacher sous une latte de plancher, c'est que le monde est entré dans la plus profonde des nuits. Suivons Winston pour sa plus longue et sa plus dangereuse errance. C'est le chapitre de la solitude absolue, là où un homme tente de retrouver les miettes d'un monde disparu au péril de sa vie. Ce soir-là, Winston choisit de ne pas se rendre au centre de quartier. Il déserta ses devoirs pour marcher au hasard dans les rues labyrinthiques de Londres, là où l'air n'était pas surveillé par les télécrans, mais où la mort rôdait sous la forme des bombes fusées qui s'abattaient régulièrement sur la ville. En marchant parmi les décombres des quartiers prolétaires, il vit un spectacle qui fit battre son cœur. Un groupe de vieux hommes qui se disputaient devant un pub. Winston vit en eux les derniers gardiens de la mémoire. Pris d'un élan soudain, il suivit l'un de ces vieillards dans une taverne misérable, espérant arracher un secret à ce crâne dégarni. Il lui offrit à boire et lui posa la seule question qui hantait ses nuits. « Dites-moi, le monde était-il vraiment meilleur avant la Révolution ? Est-ce que les riches se croyaient tout permis ? » Mais hélas, l'esprit du vieil homme était comme un miroir brisé. Il ne se souvenait que de détails futiles. Le prix de la bière à l'époque, une querelle de rue, le manque de courtoisie des jeunes gens, le grand fil de l'histoire était rompu pour toujours. Les prolétaires souffraient, mais ils avaient oublié pourquoi. Déçu, l'esprit lourd, Winston poursuivit sa marche et ses pas le guidèrent presque malgré lui devant la petite boutique de brocante où il avait acheté son journal. Poussé par le destin, il en franchit le seuil. Le marchand, un vieil homme doux et effacé nommé Monsieur Charrington, l'accueillit avec une bienveillance qui semblait n'avoir plus cours. Il lui montra des objets d'autrefois inutiles et beaux, rescapés du grand naufrage du passé. Winston tomba sous le charme d'un morceau de verre lourd et courbé au cœur duquel était emprisonné un fragment de corail rose. Cet objet n'avait aucune utilité et c'est précisément pour cela qu'il était magnifique aux yeux du rebelle. C'était un morceau d'histoire figée, un monde en miniature. Il acheta pour quelques pièces. M. Charrington mena ensuite Winston à l'étage, dans une petite pièce privée. Winston fut frappé par l'absence de télécran. Au mur, une vieille gravure représentait une église en ruine. Saint Clément d'Anne. Le vieil homme lui récita alors un fragment d'une vieille cantine oubliée. Orange et citron, disent les cloches de Saint Clément. Cette mélodie d'un autre âge résonna dans l'esprit de Winston comme une incantation magique. Pour un instant, dans cette pièce isolée, il crut respirer l'air de la liberté. Mais la réalité rappelle toujours les rêveurs à l'ordre et souvent de la manière la plus glaciale. En quittant la boutique, alors qu'il marchait dans la rue assombrie, Winston croisa une silhouette familière. La jeune fille aux cheveux sombres, vêtue de sa combinaison de la Ligue anti-sexe, marchait à quelques pas de lui. Elle le regarda fixement, puis passa son chemin. Cette fois, ce n'était plus un doute. Elle le suivait. Elle savait. Une terreur panique s'empara de lui. Il songea à rentrer chez lui, à briser le morceau de verre et à détruire son journal. Il pensa à la torture, aux caves du ministère de l'Amour, aux décharges électriques qui brisent la volonté. Il se souvint des visages du grand frère et d'O'Brien, et de cette sentence qui l'attendait au bout du chemin. C'est ainsi que s'achève la première partie de notre histoire. Winston a touché du doigt les vestiges du passé, il a cru trouver un refuge, mais l'ombre du bourreau s'est définitivement posée sur ses pas. Le voyage est désormais sans retour. Nous avions laissé Winston Smith dans l'effroi d'une nuit sans fin, persuadé que le piège s'était définitivement refermé sur lui. Mais voyez comme les chemins du destin sont sinueux et comme la vie s'entête à germer, même sous le béton le plus stérile. Quelques jours après cette terrible rencontre dans la rue, Winston marchait dans un long couloir gris au ministère de la Vérité. C'est alors qu'il vit venir à sa rencontre la jeune fille aux cheveux sombres. Son bras était enserré dans une écharpe de toile, signe d'une blessure récente. Soudain, alors qu'elle arrivait à sa hauteur, elle trébucha et tomba lourdement sur son membre blessé, laissant échapper un cri de douleur aiguë. Le cœur de Winston manqua un battement. Était-ce un piège pour le tester, une ruse de la police de la pensée? Qu'importe. L'instinct d'humanité, ce vieux réflexe séculaire que le parti s'efforçait de tuer, fut le plus fort. Il se pencha pour l'aider à se relever.
Et c'est là, dans ce bref instant de confusion, que le monde bascula. Leurs mains se frôlèrent, et Winston sentit un petit rouleau de papier glisser au creux de sa paume. La jeune fille se redressa rapidement, essuya un peu de poussière sur sa combinaison et s'éloigna sans lui jeter un regard. Pendant des heures, ce morceau de papier brûla la main de Winston comme un charbon ardent. De retour à son bureau, sous l'œil implacable du télécran, il dut feindre l'indifférence, triant ses documents tout en luttant contre les battements désordonnés de son cœur. Que contenait ce message clandestin? Un ordre d'arrestation? Une menace de mort, ou peut-être l'espoir insensé d'une rébellion politique. Lorsqu'il trouva enfin le courage de déplier le billet en secret, dissimulé derrière un flot de rapports officiels, ses yeux se posèrent sur une écriture large et tremblante. Ce n'était pas de la politique. Le papier disait simplement « Je vous aime ». Imaginez le bouleversement dans l'âme de cet homme solitaire. Ces mots ordinaires que le parti avait tenté d'effacer du cœur des hommes firent vaciller tout l'univers glacé de Winston, qui se considérait comme un cadavre en sursis, sentit le sang couler à nouveau dans ses veines. Il n'était plus une ombre, il était un homme qui voulait vivre. Mais comment se revoir? Comment s'approcher sans éveiller les soupçons dans une ruche où chaque recoin abrite un œil invisible? Pendant une semaine, ce fut un supplice d'attente et de regards évités à la cantine. Finalement, c'est au milieu du tumulte de la place de la Victoire, alors qu'une foule hostile et bruyante s'était massée pour regarder passer un convoi de prisonniers de guerre, que le destin leur offrit une brèche. Côte à côte, dans la cohue, les yeux fixés droit devant eux, vers les prisonniers pour ne pas attirer l'attention, ils mêlèrent leur voix au vacarme général. Dans un murmure à peine perceptible, sans même se regarder, la jeune fille lui donna des instructions d'une précision chirurgicale. Un train à prendre le dimanche suivant, un sentier à suivre à la lisière d'un bois, un rendez-vous avec la vie, loin des télécrans. C'est ainsi que s'ouvre ce nouveau chapitre, par une chute dans un couloir gris, un billet clandestin et la folle promesse d'un après-midi de liberté. L'ombre du pouvoir est toujours là, bien sûr, mais pour la première fois, une petite flamme vient d'être ravivée dans la nuit de Londres. Fuyons un instant la poussière et la grisaille de Londres, et laissons-nous guider par les pas de Winston vers un monde que Big Brother n'a pas réussi à façonner. La nature sauvage, là où les arbres n'ont pas d'oreilles, et où le ciel appartient encore aux oiseaux. Le dimanche venu, Winston suivit les instructions du billet à la lettre. Il prit ce train de banlieue, descendit à la petite station convenue et marcha de longs kilomètres à travers les chemins de campagne. Son cœur battait la chamade, lourd de la peur panique de voir surgir un agent de la police de la pensée au détour d'un buisson. Mais le destin veillait sur lui ce jour-là. C'est à la lisière du bois qu'il la retrouva. Sans un mot, d'un simple geste de la main, elle lui fit signe de la suivre. Elle marchait d'un pas vif, s'enfonçant sous le couvert des arbres, brisant les branches basses pour lui offrir la voie. Ils marchèrent ainsi jusqu'à un endroit secret, une clairière cachée au milieu des broussailles, si dense que le soleil n'y filtrait que par de petites étincelles d'or. Winston regarda autour de lui et son âme tressaillit. C'était le pays d'or, le paysage exact de ses rêves. La jeune fille s'assura d'abord qu'aucun microphone n'était dissimulé dans l'herbe, puis elle se tourna vers lui. Dans ce sanctuaire de verdure, elle dénoua sa ceinture écarlate, ce symbole de la ligue anti-sexe qu'il avait tant détesté, et la jeta à terre. Un geste simple, mais qui balaya d'un coup toutes les lois de l'Océania. Winston, intimidé par la jeunesse et la beauté de cette femme, voulut être honnête. Il lui avoua son âge, ses 39 ans, son corps fatigué, sa toux matinale et sa femme Catherine. Il lui dit qu'avant de recevoir son billet, il avait eu envie de la tuer, pensant qu'elle était une espionne. Mais elle ne fit que rire, un rire frais et libre, qui résonna comme une musique oubliée. Elle lui apprit qu'elle s'appelait Julia, et qu'elle l'avait choisie précisément parce qu'elle avait lu sur son visage qu'il appartenait à la race des révoltés. Puis, un instant de pure grâce suspendit le temps. Une grive se posa sur une branche au-dessus d'eux et se mit à chanter. Elle chantait de toutes ses forces dans le silence de l'après-midi. Winston l'écouta, fasciné, se demandant pour qui et pourquoi ce petit être déversait tant de beauté. Le parti n'était pas là pour l'écouter, aucun télécran n'en tirait profit. L'oiseau chantait pour le simple plaisir de chanter, et ce chant devint la bande-son de leur liberté retrouvée. Julia confia alors à Winston un secret qui l'aurait mené au bûcher. Il n'était pas le premier. Elle avait déjà partagé son lit avec des dizaines de membres du parti, parfois même
du parti intérieur. Et là où un homme ordinaire aurait ressenti de la jalousie, Winston lui ressentit une joie farouche. Plus le parti était pourri de l'intérieur, plus la corruption rongeait ses rangs et plus l'espoir grandissait. Ce qu'il aimait en elle, ce n'était pas seulement sa douceur, c'était sa force de destruction, son instinct de vie qui bafouait l'autorité. Lorsqu'ils s'unirent enfin sur le lit d'herbes et de feuilles mortes, ce ne fut pas seulement un élan de désir ou de tendresse, ce fut un acte de guerre. Chaque caresse, chaque souffle partagé était un coup de poignard porté au cœur de Big Brother. Ils s'endormirent quelques heures dans les bras l'un de l'autre, et à leur réveil, le monde avait changé. Ils venaient de commettre le plus beau et le plus impardonnable des crimes. Ils s'étaient souvenus qu'ils étaient des êtres humains. L'amour, dans le royaume de Big Brother, ne peut pas toujours vivre de grands airs, de forêts profondes et de chants d'oiseaux. La réalité de Londres, implacable et grise, les attendait au tournant. Pendant les semaines qui suivirent, le sort ne leur permit pas de retourner dans leur cher pays d'or. Il fallut ruser encore et encore. Imaginez ces deux amants obligés de planifier leur rencontre comme des opérations militaires. Ils se retrouvaient parfois pour un instant seulement au détour d'une ruelle bondée, s'échangeant de brèves consignes sans même croiser leurs regards, leurs voix mêlées au bruit de la foule. Une fois, ils parvinrent à se parler un peu plus longtemps dans les ruines d'une église bombardée. C'est au fil de ces moments volés que Winston apprit à connaître la véritable nature de Julia. Elle avait 26 ans et vivait dans un foyer avec 30 autres jeunes filles. Elle travaillait au commissariat, au roman, maniant des machines complexes qui fabriquaient des livres bon marché et des revues grossières destinées à divertir les prolétaires. Mais détrompez-vous, Julia n'était pas une idéologue. Elle ne rêvait pas, comme Winston, d'un grand soulèvement politique ou d'un avenir radieux pour les générations futures. Sa révolte à elle était bien plus intime, bien plus terre-à-terre. « Je ne m'intéresse pas aux vôtres de génération », disait-elle avec sa franchise habituelle. « Je m'intéresse à nous. » Elle avait accepté les règles du parti, non pas par croyance, mais pour mieux les contourner. Elle portait le ruban de la Ligue anti-sexe et clamait les slogans en plus fort que les autres, simplement pour qu'on lui fiche la paix, pour dissimuler sa liberté secrète sous le masque de l'orthodoxie parfaite. Julia possédait également une sagesse intuitive qui émerveillait Winston. Elle avait compris, par sa propre expérience, le grand secret du pouvoir que nous évoquions l'autre fois. Elle expliqua à Winston pourquoi le parti mettait tant d'ardeur à détruire le désir. Quand on fait l'amour, disait-elle en substance, on dépense de l'énergie. Et après, on se sent heureux. On n'en a plus rien à foutre de Big Brother. Le parti avait besoin que cette force, cette passion reste enfermée au fond des poitrines pour qu'elle se transforme en une hystérie collective, une fureur patriotique que l'on pouvait déverser sur les ennemis de l'État. En l'écoutant, Winston repensa à sa froide épouse Catherine, qui n'avait jamais rien compris à tout cela. Il confia à Julia un souvenir sombre et douloureux. Un jour, d'autrefois, alors qu'il se promenait au bord d'un précipice avec sa femme, il avait eu la tentation terrible de la pousser dans le vide. Il avoua à Julia qu'il regrettait de ne pas l'avoir fait, car dans ce monde, une mort propre vaut parfois mieux qu'une vie mutilée par le mensonge. Mais Julia, vibrante de vie, refusa cette vision désespérée. Elle ne voulait pas être un cadavre en sursis, elle voulait mordre dans le présent. Winston, donc, y découvre que la révolte n'a pas toujours le visage austère des philosophes. Parfois, elle a les traits d'une jeune femme pragmatique qui refuse de mourir pour des idées, mais qui est prête à tout pour vivre son amour un jour après l'autre, à la barbe des tyrans. Winston commet l'acte le plus fou, mais aussi le plus désespérément humain de son existence. Il décide de s'offrir l'illusion d'un foyer. Se souvenir du passé et s'aimer dans les bois ne lui suffisait plus. Winston prit une décision d'une audace terrible. Il loua la petite pièce, son télécran situé au-dessus de la boutique de M. Charrington. C'était un saut dans le vide, un aller simple vers le châtiment, mais le besoin d'avoir un endroit à soi, un refuge pour leur amour, était devenu plus fort que la peur de la mort. Imaginez Winston attendant Julia dans cette chambre poussiéreuse. L'air était lourd, étouffant, mais pour lui, cette pièce était un sanctuaire. Et quand Julia franchit enfin le seuil, elle n'arriva pas les mains vides. Elle portait un gros paquet de toiles brunes, un trésor volé aux réserves du parti intérieur. Voyez-vous, la tyrannie n'efface pas seulement les grandes idées, elle vole aussi les petites douceurs de la vie. Julia ouvrit son paquet et en sortit du véritable sucre blanc, du pain blanc et de la confiture, et surtout du vrai café. Pas cette infâme boisson de la victoire qui brûle la gorge. Non, du vrai café dont l'arôme chaud et riche embauma instantanément la pièce, ressuscitant l'atmosphère d'un temps disparu. Mais Julia avait réservé à Winston une surprise plus bouleversante encore.
Elle se tourna vers lui et Winston vit qu'elle s'était maquillée. Elle avait appliqué du rouge sur ses lèvres, de la poudre sur ses joues et s'était parfumée. En un instant, la militante austère à la combinaison de toile s'était effacée pour laisser place à une femme, une vraie femme d'autrefois, parée pour plaire à l'homme qu'elle avait choisi. Winston en fut presque intimidé, émerveillé de voir combien la beauté pouvait renaître d'un simple geste de coquetterie. Pendant qu'ils savouraient leur café, assis sur le vieux lit, le destin décida de glisser une ombre noire dans ce tableau si doux. Un grattement se fit entendre, et un museau pointu surgit d'un trou dans le plancher. Un rat. À cette vue, le visage de Winston se décomposa. Une terreur panique ancestrale le submergea tout entier. Ce n'était pas seulement du dégoût, c'était sa phobie la plus profonde, un cauchemar éveillé qui le fit trembler de tous ses membres. Julia, avec son pragmatisme habituel, ramassa sa chaussure, la jeta sur l'animal pour le faire fuir et boucha le trou avec un morceau de latte. Elle consola Winston, mais le frisson était passé. Winston confia alors qu'il avait un rêve récurrent, une vision d'un mur de ténèbres derrière lequel se cachait quelque chose d'innommable. Et il savait maintenant que cette chose, c'était les rats. Car les ombres du passé finissent toujours par nous rattraper. Pour chasser la peur, ils tournèrent leurs yeux vers les objets qui les entouraient. Ils regardaient la vieille gravure de l'église Saint-Clément d'Anne, et Julia lui récita quelques vers de plus de la comptine oubliée que son grand-père lui chantait jadis. Puis Winston prit dans ses mains le presse-papier en verre qu'il avait acheté. En contemplant le fragment de corail rose emprisonné dans le cristal lourd, Winston eut une pensée d'une grande poésie. Il s'imagina que ce morceau de verre était la chambre de M. Charrington, un monde protecteur et immuable, et que Julia et lui étaient le corail, figés ensemble au cœur même du temps, à l'abri de la fureur du monde extérieur. Deux amants qui croient avoir enfermé le bonheur dans une bulle de verre, mais le verre est fragile, voyez-vous, et Big Brother a le bras long. Les jours s'écoulent et la chaleur de l'été s'installe sur Londres, apportant avec elle une ivresse trompeuse. Le temps semble se suspendre pour nos deux amants, mais le monde extérieur, lui, resserre ses griffes avec une ferveur renouvelée. Souvenez-vous de Sim, ce philologue trop éveillé dont Winston avait prédit la chute. Un matin, le couperet tomba, sans bruit. Son nom disparut simplement du tableau des membres du comité des échecs. Il n'était plus là, il n'avait jamais existé. Sim était devenu une impersonne, effacé de la mémoire des hommes comme une trace de craie sur une ardoise. La prophétie de Winston s'était accomplie, lui rappelant que dans ce monde, la lucidité est le plus mortel des péchés. Pendant ce temps, la ville entière entrait dans une transe collective. La semaine de la haine approchait. Partout, les prolétaires et les membres du parti s'échignaient à préparer les festivités. On travaillait d'heure en heure, on fabriquait des bannières, on composait des hymnes, et un nouveau poster géant faisait son apparition sur tous les murs de la cité. Il représentait un soldat eurasien monstrueux, au visage sans expression et au regard féroce, pointant une mitrailleuse vers quiconque le regardait. La peur et la colère étaient injectées jour après jour dans les veines de la population. Et pourtant, quel miracle étrange s'opérait au cœur de cette folie. Dans la sécurité illusoire de la petite chambre de M. Charrington, Winston se transformait. Il avait pris du poids. Sa toux matinale s'était calmée. Son ulcère au-dessus de la cheville s'était enfin résorbé, et il n'avait plus besoin de boire ce gin infâme dès le réveil pour affronter le jour. La vie, autrefois insupportable, lui semblait désormais tolérable, presque précieuse. L'amour et le réconfort d'un refuge avaient guéri son corps à défaut de pouvoir sauver son destin. C'est au cœur de ces après-midi paisibles que Winston tenta de partager avec Julia les grands secrets qui tourmentaient ses nuits. Il lui parla d'O'Brien, de cette intuition qu'il y avait une résistance cachée, la fraternité. Il lui parla du passé qu'on assassinait chaque jour. Car c'est là que se révèle la distance invisible qui sépare parfois deux âmes. Ils ne raisonnaient pas de la même manière. Julia était une rebelle du présent, guidée par ses seuls instincts. Quant à Winston, lui raconta l'histoire de la photographie des trois dirigeants, Jones, Aronson et Rutherford, cette preuve absolue du mensonge du parti qu'il avait tenu entre ses doigts. Julia ne comprit pas son obsession. Elle s'en moquait. Elle croyait même, avec une intuition surprenante, que la guerre était une vaste comédie, que l'ennemi changeait au gré des besoins du pouvoir et que les bombes qui s'abattaient sur Londres étaient peut-être lancées par le gouvernement lui-même pour maintenir le peuple dans la terreur. Mais tout cela lui était égal. Pour elle, les doctrines du parti n'étaient qu'un décor absurde qu'il fallait contourner pour obtenir sa part du bonheur. Pendant que Winston lui exposait ses théories mélancoliques sur la vérité et l'histoire, elle s'endormit paisiblement dans ses bras. Winston la regarda dormir, le cœur lourd d'une douce amertume.
Il comprit que Julia appartenait à cette génération nouvelle, née dans l'ombre de Big Brother, qui n'avait jamais connu d'autre monde. Pour elle, le mensonge de l'État était aussi naturel que le ciel. Elle ne contestait pas l'autorité pour la détruire, elle la fuyait simplement pour vivre. Elle était une rebelle à partir de la ceinture, privée de la mémoire des temps anciens. Dans le silence d'une chambre où un homme lucide réalise sa profonde solitude intellectuelle, alors même qu'il tient contre son cœur la femme qu'il aime. La bulle de verre est toujours là, mais les pas lourds de la haine résonnent déjà dans la rue. Écoutez le silence qui s'installe, car le récit prend aujourd'hui un tournant décisif. Jusqu'à présent, Winston et Julia vivaient dans l'illusion de leur bulle de verre. Mais, voyez-vous, dans le royaume de Big Brother, les secrets les plus profonds finissent toujours par remonter à la surface. C'est le destin, qui marchait jusqu'alors à pas feutrés, a enfin décidé de se montrer à visage découvert. C'est dans un couloir du ministère de la Vérité que l'événement tant attendu, tant redouté, se produisit. Winston marchait seul quand soudain une silhouette imposante barra son chemin. C'était O'Brien. L'homme du parti intérieur s'arrêta et commença à parler à Winston d'une voix calme et mesurée. Il complimenta Winston sur l'un de ses récents articles écrits en novlangue. Mais écoutez bien ceci, car c'est dans les détails que se cache le danger mortel. Au détour de la conversation, O'Brien fit allusion à un ami de Winston, un expert en novlangue, avec qui Winston avait l'habitude de parler, un ami dont le nom lui échappait pour le moment. Winston sentit son cœur s'arrêter. Cet ami, c'était Sim. Et Sim, nous le savons, avait été effacé, changé en impersonne. Prononcer son nom ou même faire mine de se souvenir de son existence était un crime de la pensée passible de mort. En y faisant allusion, de manière si subtile, O'Brien venait de commettre un acte de rébellion volontaire devant Winston. C'était un signal, une main tendue dans les ténèbres, le signe qu'ils étaient désormais complices d'un même secret. O'Brien proposa alors à Winston de lui prêter la 11e édition du dictionnaire de novlangue encore inédite qui se trouvait chez lui. Devant le télécran du couloir, avec une audace incroyable, O'Brien sortit un petit carnet, y inscrivit son adresse personnelle, détacha la page et la tendit à Winston. Il lui dit de venir lui rendre visite un soir de son choix. Winston prit le morceau de papier et le glissa dans sa poche. Plus tard, après avoir gravé chaque lettre et chaque chiffre dans sa mémoire, il jeta le billet dans un trou de mémoire, le regardant s'envoler et disparaître dans les flammes. Mais le feu de son esprit, lui, ne pouvait s'éteindre. Winston ressentit un frisson profondément glacé, non pas de peur, mais de certitude. Il comprit que la conspiration dont il avait tant rêvé, cette fameuse fraternité dirigée par Goldstein, existait peut-être vraiment et qu'il venait d'en franchir le premier seuil. Pourtant, la sagesse tragique de Winston lui dictait déjà la suite du voyage. Il savait que le chemin qu'il venait d'emprunter, cette porte que lui ouvrait O'Brien, ne menait pas vers la liberté mais vers les cellules sombres du ministère de l'amour. Il savait que le premier pas vers O'Brien était le pas qui lui rapprochait de sa propre exécution. Il avait l'impression de marcher vers sa tombe, les yeux grands ouverts. L'illusion du nid d'amour s'efface pour laisser place à la dure réalité de la rébellion. Winston a choisi sa voie, mais dans ce monde d'ombre, la lumière que l'on croit suivre est parfois celle du bûcher qui nous attend. La bulle de verre commence à se fissurer sous le poids des souvenirs retrouvés, et Winston plonge au plus profond de sa propre culpabilité, là où le parti n'a pas encore tout à fait réussi à effacer l'enfant qu'il était. Winston s'éveilla ce matin-là, les yeux humides, dans la petite chambre de M. Charrington. Il venait de faire un rêve, non pas un cauchemar de ténèbres et de rats, mais une vision d'une clarté douloureuse. Il avait revu sa mère et sa petite sœur, un souvenir complet qui lui avait rendu, pour un instant, le sens des émotions véritables. Il confia à Julia, allongée à ses côtés, ce morceau de passé qu'il croyait perdu. Il se souvint des années qui avaient suivi la Révolution, une époque de famine, de peur et de privation à Londres. Winston était alors un enfant de 10 ou 12 ans. Un petit être affamé, rendu cruel et égoïste par le manque de nourriture. Il passait son temps à réclamer de quoi manger, volant les miettes dans l'assiette de sa petite sœur malade. Un jour, alors que sa mère venait de recevoir une minuscule ration de chocolat, elle en coupa un morceau pour Winston et un autre pour sa sœur. Mais l'enfant, possédé par une rage gloutonne, arracha le morceau de sa sœur des mains de sa mère et s'enfuit en courant dans la rue pour le dévorer seul. Lorsqu'il revint quelques heures plus tard, pris de remords, la pièce était vide. Sa mère et sa sœur avaient disparu, emmenés vers une destination inconnue, sans doute vers les camps de travaux forcés. Il ne les revit jamais. En racontant cette tragédie, Winston comprit une vérité fondamentale. Sa mère n'était pas une intellectuelle. Elle ne luttait pas contre le parti avec des slogans. Pourtant, elle possédait une noblesse que le pouvoir avait arrachée aux membres du parti, une fidélité privée, une loyauté envers les siens qui ne dépendait d'aucune utilité politique. Elle était morte en l'aimant, en protégeant sa petite sœur dans ses bras, maintenant un geste d'humanité pure face à la barbarie.
Winston réalisa alors que ce secret de l'humanité, ce cœur resté vivant, appartenait désormais aux prolétaires. Les prolétaires sont restés des êtres humains, dit-il à Julia. Ils n'étaient pas devenus endurcis à l'intérieur. Ils s'aimaient, ils se vidaient le cœur, pleuraient leur mort et gardaient des sentiments intacts, tandis que les membres du parti étaient condamnés à n'être que des rouages glacés et vigilants. Alors, devant l'imminence de leur propre fin, Winston et Julia parlèrent de l'avenir, ou plutôt de leur arrestation, qu'ils savaient inéluctable. Ils savaient qu'ils finiraient par être pris, jetés dans les caves du ministère de l'Amour et torturés pendant des semaines. « Ils nous feront avouer, dit Julia avec réalisme. Tout le monde avoue. » Mais Winston introduisit une nuance d'une beauté désespérée. Avouer n'était pas le vrai danger. Qu'ils disent avoir commis des meurtres ou des trahisons n'avait aucune importance, car le parti savait déjà tout. La véritable trahison, la seule qui comptait, serait si le pouvoir parvenait à leur faire cesser de s'aimer. Si le parti pouvait entrer en eux et modifier leurs sentiments profonds, alors ils seraient vraiment détruits. Ils peuvent vous forcer à dire n'importe quoi, dit Winston. Mais ils ne peuvent pas vous forcer à le croire. Ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur de vous. Julia acquiesça avec certitude. Le parti pouvait écraser les corps, réécrire les livres, extorquer des cris et des confessions sous la douleur. Mais le fond du cœur humain, ce petit royaume intime où réside l'amour vrai, demeurait inviolable. Tant qu'on refuse de renoncer à son humanité intérieure, on reste victorieux de la tyrannie. Sur une note de courage fragile, deux amants qui se promettent ne pas laisser Big Brother éteindre la lumière de leur amour, ignorant encore à quel point les bourreaux sont patients et combien les murs du ministère de l'amour sont épais. Franchissant ensemble le seuil de l'interdit et marchant d'un pas tremblant vers le cœur même du secret, l'illusion des petits refuges poussiéreux s'efface devant la vertigineuse et sombre réalité de la conjuration. Winston et Julia s'apprêtent à commettre l'acte le plus audacieux de leur existence. Entrer dans l'antre du loup. Imaginez nos deux amants pénétrant dans le quartier résidentiel du parti intérieur. Pour Winston, habitué à la crasse, aux ruines et à la misère de son propre quotidien, ce lieu est un choc pour les sens. Ici, l'air ne sent pas le chou bouilli et le dénûment. Il exhale des parfums de tabac de choix, de cire et de mets raffinés. Les couloirs sont propres, l'ascenseur fonctionne magnifiquement et un domestique au visage asiatique et impénétrable, nommé Martin, les guide en silence jusqu'à l'appartement d'O'Brien. Lorsqu'il se retrouve face à cet homme puissant, Winston sent le piège où le miracle se refermer sur lui. Et c'est alors que O'Brien accomplit un geste d'une audace inouïe, un geste qui coupe net le souffle de Winston. D'un mouvement tranquille, il s'approche de son télécran et tourne le bouton. Le silence s'installe, l'écran s'éteint. Dans ce monde de surveillance absolue, les membres du parti intérieur possèdent ce privilège exorbitant, s'offrir pour quelques minutes le luxe inestimable de l'invisibilité et du silence. Libéré de l'œil de Big Brother, Winston laisse parler son cœur, sans fioriture, mettant sa vie en jeu à chaque mot. Il confie leur secret à O'Brien. Nous sommes des criminels par la pensée, nous sommes des adultères. Nous venons à vous parce que nous voulons rejoindre la résistance. Il avoue leur haine du parti et leur désir de servir la fraternité, l'organisation clandestine d'Emmanuel Goldstein. O'Brien, loin de s'offusquer, reçoit cette confession avec une gravité solennelle. Il confirme que la rébellion existe bel et bien. Pour sceller leur alliance, il verse alors dans des verres un liquide sombre et précieux que Winston et Julia n'ont jamais goûté de leur vie. Du véritable vin rouge, vestige d'un monde aboli. Puis commence un interrogatoire d'une noirceur effrayante. O'Brien veut sonder les reins et les cœurs, tester les limites de leur dévotion à la cause. Il leur demande d'une voix calme s'ils sont prêts à donner leur vie, à commettre des sabotages qui coûteront l'existence à des centaines d'innocents, à trahir leur pays, à falsifier, à propager des maladies et même à jeter de l'acide au visage d'un enfant si la fraternité le leur ordonnait. À chaque question, Winston et Julia répondent d'une voix ferme, habitée par une colère froide. Oui, la haine de la tyrannie les a rendus prêts à toutes les extrémités. Mais vient la question ultime, celle qui fait soudain vaciller l'édifice de leur courage. Êtes-vous prêts à vous séparer et à ne plus jamais vous revoir? Alors la voix de Julia s'élève, instantanée, sauvage, viscérale. « Non !» crie-t-elle. Et Winston, après un instant de vertige, fait écho à sa compagne. Ils sont prêts à sacrifier leur vie, leur honneur et leur morale pour détruire Big Brother, mais pas le fil sacré qui les unit l'un à l'autre. Leurs sentiments restent leur ultime ligne de défense. O'Brien sourit, presque satisfait d'avoir trouvé la frontière de leur âme. L'homme du parti intérieur leur explique ensuite la terrible nature de la fraternité. Ce n'est pas une armée avec des listes de membres ou un quartier général que l'on peut détruire. C'est une idée, un réseau d'ombre où chaque cellule ignore tout des autres. Si Winston est arrêté, personne ne viendra le sauver. Et il ne pourra trahir personne car il ne saura rien. O'Brien, lui, promet cependant de lui faire parvenir le livre, l'ouvrage interdit de Goldstein,
qui décortique les mécanismes du pouvoir par le biais d'un ingénieux système de mallettes échangées dans la rue. Avant qu'ils ne se séparent, Julia s'éclipse la première. Ils lèvent leur verre pour un dernier toast. Et savez-vous à quoi ils trinquent ? Au passé, dit Winston. Car c'est le passé qu'il cherche à sauver et à venger. Au moment où Winston s'apprête à franchir la porte à son tour, O'Brien le retient par une ultime et troublante surprise. Il achève d'une voix feutrée et mélodieuse la vieille comptine que Winston tentait désespérément de reconstituer depuis des mois. « Quand me paierez-vous » disent les cloches de Old Bailey. « Quand je serai riche » disent les cloches de Shoreditch. O'Brien connaissait toute la chanson. C'est sur ce frisson de complicité que se clôt ce chapitre. Winston sort de cet appartement ivre d'espoir et de vin, persuadé d'avoir trouvé son guide, son double et son salut. Il ignore encore, le pauvre homme, que la toile d'araignée est bien plus vaste et bien plus soyeuse qu'il ne l'imagine, et que l'homme, qui vient de lui couper le télécran, connaît déjà le jour, l'heure et le prix de sa perte. C'est le moment où le voile se déchire, où la grande machinerie du monde nous est révélée dans toute sa froideur mathématique. Mais avant d'ouvrir le fameux livre de Goldstein, laissez-moi vous raconter le tourbillon de folie collective qui a failli emporter Winston. Nous sommes au 6e jour de la semaine de la haine. Place de la Victoire, un orateur du parti harangue la foule avec une fureur sauvage, déversant sa bile contre l'ennemi de toujours, l'Eurasie. Et soudain, au milieu d'une phrase, sans une hésitation, sans un bafouillage, entend un petit papier à l'orateur. L'ennemi vient de changer. L'Océania n'est plus en guerre contre l'Eurasia. Elle est en guerre contre l'Eustasia. L'Eurasia est désormais un allié. Le plus terrifiant, voyez-vous, c'est la réaction de la foule. Pas un murmure de surprise, pas un doute. En une seconde, la colère change de cible. Les gens hurlent dans la rue que les affiches et les bannières placardées partout sont l'œuvre de saboteurs, de traîtres à la solde de Goldstein. Ils déchirent les posters et piétinent les slogans, non pas parce qu'on leur a menti, mais parce qu'ils croient fermement qu'on leur a collé sous les yeux les images du mauvais ennemi. S'ensuit pour Winston et tout le ministère de la Vérité un enfer absolu. 5 jours et 5 nuits de travail ininterrompu pour effacer la guerre eurasienne de toutes les archives, des journaux, des livres et des films. Le passé doit être purifié instantanément. C'est un Winston épuisé jusqu'à la moelle, les yeux brûlants de fatigue, mais enfin libre pour quelques heures, qui se réfugie dans la petite chambre de M. Charrington. Dans sa sacoche, il transporte le trésor promis par O'Brien, le volume clandestin contenant théorie pratique du collectivisme oligarchique, signé du traître Emmanuel Goldstein. Seul sur le lit, dans le calme de la pièce, Winston ouvre l'ouvrage. C'est à travers ses yeux que nous lisons les vérités interdites. Il commence par le chapitre 3. La guerre, c'est la paix. Goldstein y explique la géopolitique du monde, divisée entre 3 super-États équivalents et invincibles. L'Océania, l'Eurasia et l'Eustasia. Ces puissances se livrent une guerre perpétuelle. Mais écoutez ceci, car c'est le grand secret. Cette guerre n'a pas pour but de conquérir des territoires ou d'anéantir l'adversaire. Son véritable objectif est purement intérieur. La guerre sert à consumer les produits de la machine industrielle sans élever le niveau de vie général. Le parti sait que si la population devenait riche, éduquée et disposée de confort, elle finirait par s'apercevoir que la minorité dirigeante est inutile et la renverserait. La pénurie artificielle et le spectre de la guerre maintiennent le peuple dans un état de pauvreté, d'ignorance et d'hystérie patriotique permanente. La guerre est en réalité dirigée par chaque État contre ses propres sujets. En stabilisant la structure sociale de cette manière, la guerre permanente assure la paix intérieure des tyrannies. La guerre, c'est la paix. Julia finit par rejoindre Winston dans la chambre. Blottis l'un contre l'autre, sur le grand lit, il lui lit à haute voix le chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Goldstein y retrace l'histoire de l'humanité, divisée depuis toujours en 3 classes. Les hauts, les moyens et les bas. Le cycle de l'histoire a toujours été le même. Les moyens renversent les hauts en s'alliant temporairement avec les bas, puis deviennent les nouveaux hauts et rejettent les bas dans leur misère originelle. Mais le parti Ling-Sok a décidé de figer l'histoire pour toujours. Grâce à la technologie moderne, le télécran, qui permet une surveillance totale, et grâce à la manipulation mentale, le parti élimine toute possibilité de révolte. Il utilise la double pensée pour altérer la logique même des esprits et la mutabilité du passé pour priver les hommes de tout point de comparaison. Le peuple, maintenu dans l'ignorance totale de la réalité, n'a plus la force ni même les mots pour concevoir la liberté. L'ignorance, c'est la force. Winston s'arrête de lire. Il regarda Julia. Fidèle à elle-même, la jeune femme s'est endormie au milieu de ces grandes explications politiques qui lui importent si peu. Elle préfère vivre sa révolte par la peau, les gestes et le cœur.
Winston referme le livre, l'esprit en ébullition. Il réalise une chose terrible. Le livre de Goldstein lui a magnifiquement expliqué comment le parti maintient son pouvoir. Le mécanisme est clair, limpide, effrayant. Mais le livre n'a pas répondu à sa question la plus obsédante, celle qui lui ronge l'âme depuis le premier jour. Pourquoi? Quel est le but ultime du parti? Pourquoi infliger tant de souffrance à l'humanité pour garder le contrôle? Malgré ce grand vide, Winston ressent une paix étrange en s'endormant aux côtés de Julia. Il sait qu'il n'est pas fou, il a compris le monde. Et comme il le pense en fermant les yeux, la santé d'esprit n'est pas statistique. Tant qu'un homme préserve sa lucidité au milieu de la folie collective, le fil de la vérité n'est pas rompu. C'est sur cette acclamie intellectuelle que s'achève ce chapitre. Winston dort, le livre dissimulé sous le lit, croyant avoir percé les mystères de l'univers. Mais le réveil approche, et vous le savez aussi bien que moi, les lendemains de fête sont cruels dans le monde de Big Brother. C'était un matin d'une paix trompeuse. Winston et Julia s'éveillèrent tard dans le grand lit de M. Charrington. Par la fenêtre ouverte, le soleil de l'après-midi caressait la pièce et de la cour pavée montait, immuable, le chant de la femme prolétaire qui lavait son linge. Elle chantait une de ces mélodies stupides fabriquées par les machines du parti, mais sa voix forte et vibrante transformait cette misère en un hymne à la vie. Winston la regarda par la fenêtre. Cette femme solide, vieille par les accouchements et le travail rude, lui parut soudain d'une beauté majestueuse. Elle incarnait la survie de la race humaine. Winston comprit alors que le monde futur leur appartenait. Les membres du parti étaient des spectres, des impasses de l'histoire, mais les prolétaires, eux, passeraient le flambeau de la vie d'une génération à l'autre, jusqu'au jour où ils s'éveilleraient enfin. Rempli d'une immense mélancolie, Winston se tourna vers Julia et murmura cette phrase que nous lui avons déjà entendue prononcer. « Nous sommes les morts ». Julia, les yeux fixés sur le plafond, répéta doucement « Nous sommes les morts ». C'est alors que le monde bascula dans l'horreur. Une voix de fer, une voix mécanique et glaciale résonna juste derrière eux, semblant sortir du mur même. « Vous êtes les morts ». Le cœur de Winston se glaça. Ils se figèrent, tremblants, n'osant même pas se retourner. La voix métallique reprit, leur ordonnant de ne pas faire un geste, de rester exactement là où ils étaient. Soudain, un craquement se fit entendre. Le tableau représentant la vieille église Saint-Clément d'Anne se détacha du mur et tomba au sol dans un fracas de verre brisé. Derrière le cadre dissimulé depuis le tout premier jour, sous le plâtre se cachait un tel écran. L'œil de Big Brother était là. Ils avaient tout vu. Tout entendu depuis des mois, chaque baiser, chaque confidence, chaque morceau de vrai café, chaque ligne lue dans le livre de Goldstein. Et la voix de fer au bout du fil avait une ironie cruelle. Acheva la comptine, et la voix de fer au bout du fil avec une ironie cruelle acheva la comptine que Winston aimait tant. Voici une bougie pour vous éclairer jusqu'au lit, et voici un couperet pour vous couper la tête. L'instant d'après, la vitre de la fenêtre vola en éclats sous le choc d'une échelle. Des hommes en uniforme noir, armés de matraques, envahirent la petite chambre. En quelques secondes, le sanctuaire fut profané. Un des soldats ramassa le précieux presse-papier en cristal, le morceau de verre que Winston aimait tant, et le jeta contre le sol. La bulle de cristal vola en 1000 éclats, et le petit fragment de corail rose roula sur le plancher, si minuscule, si dérisoire, une fois sorti de son écrin. C'était le symbole de leur amour, écrasé sous une botte de fer. Julia tenta de résister. Un policier lui asséna un coup violent en plein estomac. Winston la vit s'effondrer, pliée en deux, le visage blême, étouffant un cri de douleur. Ils la soulevèrent comme un sac de chiffon et l'emportèrent hors de la pièce. Winston ne put même pas lui jeter un dernier regard, paralysé par la terreur et l'impuissance. C'est alors qu'un dernier personnage entra dans la pièce. D'un pas tranquille, Winston le regarda et crut perdre la raison. C'était M. Charrington, le brocanteur. Mais ce n'était plus le vieil homme voûté, doux et nostalgique. Il se tenait droit, ses cheveux blancs avaient disparu, révélant une chevelure noire et drue. Les rides de son visage semblaient s'être effacées. Son accent prolétaire avait laissé place à un ton sec, froid, aristocratique. Ses yeux, autrefois bienveillants, fixaient Winston avec la dureté d'un bourreau. M. Charrington était un agent de la police de la pensée. La boutique, la chambre, les cantines, tout n'avait été qu'une immense souricière destinée à les observer, à les ficher et à les briser au moment opportun. La bulle de verre est détruite. Winston est seul, encerclé par les ombres et les portes de l'enfer. Les portes du ministère de l'amour s'ouvrent désormais devant lui. Soufflez la bougie pour ce soir, car la nuit va être très très longue. Nous laissons derrière nous la lumière du jour, les forêts verdoyantes et les illusions d'amour. Bienvenue dans la 3e partie de notre voyage. Nous entrons là où la vérité n'est plus réécrite sur du papier, mais gravée dans la chair, au cœur même du ministère de l'amour. Voyez Winston assis sur un banc de porcelaine blanche
au centre d'une cellule sans fenêtre. Une lumière crue, implacable, violente, inonde la pièce. C'est une clarté froide qui ne s'éteint jamais, qui brûle les paupières et efface le jour et la nuit. Winston se souvient alors de la promesse mystérieuse d'O'Brien. Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. Il y est. Ce lieu sans ténèbres n'était pas le paradis de la liberté, mais la prison la plus absolue, où le sommeil est impossible et où le temps n'a plus de cours. Dans cette cellule, Winston est affamé. Une douleur sourde lui ronge l'estomac. Autour de lui, dans les couloirs, passent d'autres prisonniers. Il y a les criminels ordinaires, les prolétaires qui hurlent, jurent, se battent avec les gardes et gardent une étrange vitalité. Et puis il y a les prisonniers politiques, les membres du parti, terrifiés, silencieux, pareils à des fantômes blêmes déjà morts à l'intérieur. Soudain la porte de fer s'ouvre et un premier compagnon est jeté dans la cellule. Winston le reconnaît, c'est Ampleforth, le poète, ce philologue distrait qui travaillait avec lui au ministère. Savez-vous quel fut son crime? Dans une réédition des poèmes de Kippy, il n'avait pas réussi à trouver d'autres rimes pour le mot Rod, et avait conservé le mot Dieu. Dans la langue de Big Brother, c'était une hérésie impardonnable. Ampleforth, hagard et tremblant, est rapidement emmené vers une destination mystérieuse. La chambre 101. À peine est-il parti qu'un autre prisonnier est poussé à l'intérieur. Winston frotte ses yeux fatigués. C'est Parson, son voisin, le citoyen modèle, l'homme au dévouement aveugle pour le parti. Parson est terrifié. Mais écoutez bien ceci, car c'est le comble de l'horreur comique de ce monde. Il a été dénoncé par sa propre petite-fille de 7 ans. Elle avait collé son oreille contre la serrure de sa chambre et l'avait entendu crier dans son sommeil « Ah bah Big Brother !» Et Parson, au milieu de ses larmes, trouve le moyen de féliciter sa fille. Il est fier d'elle, fier que le parti l'ait si bien éduquée pour débusquer les traîtres, même si le traître, c'est lui. Puis la cellule se remplit d'autres ombres. Un homme au visage de squelette, mourant de faim, est amené. Un autre prisonnier, un prolétaire au grand cœur, tente de lui glisser un morceau de pain noir qu'il avait caché dans sa poche. Instantanément, la voix du télécran hurle un ordre, et les gardes font irruption. Ils frappent le vieil homme au visage avec une violence inouïe, lui brisant les dents. Le morceau de pain coule sur le sol, interdit. C'est alors qu'un officier entre et prononce le mot qui fait s'effondrer le détenu au visage de squelette. Chambre 101. À ces mots, l'homme est pris d'une crise de folie furieuse. Il rampe sur le sol, s'accroche au banc, supplie, hurle qu'on lui coupe la gorge, qu'on massacre ses enfants sous ses yeux, qu'on le laisse mourir de faim pendant des semaines, mais qu'on ne l'amène pas là-bas. Ces cris de bête traqués dans tout le couloir, alors que les gardes le traînent de force, Winston comprend que la chambre 101 cache la pire chose au monde, une horreur absolue et sur mesure pour chacun. Seul, à nouveau, Winston attend l'esprit embrumé par la fatigue. C'est alors que la porte s'ouvre une dernière fois. Une silhouette massive et familière apparaît, c'est O'Brien. Winston ressent un immense élan d'espoir, une folle pensée lui traverse l'esprit. O'Brien aussi a été arrêté. La résistance a échoué. Winston s'écrie « Ils vous ont eu, vous aussi ». Mais O'Brien ne tremble pas. Il regarde Winston avec un sourire calme, une pitié glaciale dans les yeux. Un garde se tient derrière lui, une matraque à la main. « Ils m'ont eu depuis bien longtemps, Winston », répond O'Brien d'une voix feutrée. Le monde s'écroule définitivement pour Winston. O'Brien n'a jamais été un rebelle. Il était le cerveau de la souricière, le grand prêtre de ce temple de la douleur. Avant même que Winston ne puisse réaliser l'immensité de la trahison, O'Brien fait un léger signe de tête au garde. La matraque en caoutchouc s'abat avec une violence sèche sur le coude de Winston. Une douleur atroce, aveuglante, foudroyante le projette au sol. Winston rampe sur les genoux, serrant son bras, comprenant en un éclair une terrible vérité. Devant la douleur physique, les grandes idées politiques, l'amour pour Julia et la fierté intellectuelle s'effacent instantanément. Il n'est plus qu'un animal blessé qui hurle pour que la douleur s'arrête. O'Brien le regarde d'en haut, impassible. Le grand broyage de l'âme vient de commencer. Respirez un grand coup, car nous venons de franchir le seuil du donjon. Dans cette cellule sans ténèbres, armez votre cœur de courage, car nous plongeons aujourd'hui dans l'abîme de la reconstruction mentale. C'est ici que s'opère le véritable face-à-face entre l'esprit brisé de Winston et la logique implacable d'O'Brien. Le temps n'a plus d'importance. Winston a l'impression d'être enfermé depuis des semaines, voire des mois. Il a subi d'innombrables passages à tabac par des gardes brutaux. Mais le régime change. Désormais, les coups cessent et c'est O'Brien lui-même qui dirige les séances. Mais ne vous y trompez pas. O'Brien n'agit pas par pure cruauté. Il se comporte plutôt comme un médecin face à un malade, ou un grand inquisiteur face à un hérétique qu'il faut sauver de ses propres démons.
Winston est attaché à un lit spécial, prisonnier de liens qui l'empêchent de bouger le moindre muscle. Près de lui, O'Brien manipule un appareil doté d'un cadran numéroté. C'est la machine à douleur. D'un simple mouvement de curseur, O'Brien peut injecter dans le corps de Winston une souffrance si intense qu'elle menace de lui briser les os, puis la faire redescendre à volonté, laissant le prisonnier haletant en sueur et totalement soumis. C'est au milieu de cette agonie qu'O'Brien expose la terrible et unique philosophie du parti. « Pourquoi pensez-vous qu'on vous a amené ici ?» demande-t-il. Ce n'est pas pour faire avouer Winston, ni même pour le punir. Le parti se moque des aveux extorqués. Non, le parti veut quelque chose de bien plus effrayant. Il veut changer son esprit. O'Brien explique que les anciennes tyrannies, comme l'Inquisition ou les dictatures du XXe siècle, ont échoué parce qu'elles tuaient leurs ennemis alors qu'ils étaient encore rebelles, créant ainsi des martyrs. Le parti, lui, ne laisse aucun hérétique mourir en lui résistant. « Nous ne détruisons pas le rebelle, » dit O'Brien. « Nous le convertissons, nous transformons son âme, nous le vidons et nous le remplissons de nous-mêmes. Le crime de la pensée doit être effacé de l'univers avant que le coupable ne soit éliminé. » Vient alors la scène mythique, vertigineuse et terrible des doigts, le sommet de la torture psychologique. O'Brien lève sa main droite, le pouce dissimulé, et montre 4 doigts à Winston. « Combien de doigts est-ce que je montre, Winston ?»« 4. » O'Brien pousse le levier du cadran. La douleur submerge Winston, une onde de choc effroyable qui lui arrache des hurlements. Le levier redescend. « Combien de doigts, Winston ?»« 4, 4. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? 4. » Le levier remonte. La souffrance est intenable, au bord de l'évanouissement. O'Brien lui explique que Winston ne doit pas seulement mentir pour faire plaisir au parti, il doit croire de tout son être qu'il y en a 5. Il doit voir 5 doigts. Si le parti décrète qu'il y en a 5, c'est cela la double pensée absolue, la destruction de la réalité objective au profit de la volonté de l'État. Après plusieurs vagues de douleur indicibles, l'esprit de Winston fléchit et se fissure. Pendant une fraction de seconde, dans un brouillard de délire et d'agonie, Winston voit réellement 5 doigts. Sa perception même a capitulé. Reconnaissant les progrès de son patient, O'Brien se montre presque doux, presque paternel. Il permet à Winston, dont le corps est brisé et l'esprit chancelant, de poser quelques questions. Winston, s'accrochant au dernier lambeau de sa mémoire, demande alors « Qu'avez-vous fait de Julia ?» O'Brien répond avec une indifférence glaciale. Julia l'a trahi instantanément. Son esprit rebelle a été nettoyé, purgé, vidé de toute passion. Vous ne la reconnaîtriez pas, dit-il. Le fil sacré de leur amour a été sectionné. Winston demande ensuite « Est-ce que Big Brother existe ?» Bien sûr qu'il existe. Le parti existe. Big Brother est l'incarnation du parti. Est-ce qu'il existe de la même manière que moi j'existe ? O'Brien fixe Winston avec un calme impitoyable. Vous n'existez pas. Pour le régime, l'individu isolé, privé du parti, n'a aucune réalité, aucune existence. Enfin, Winston pose la question qui le hante depuis son arrivée dans ce donjon. Qu'y a-t-il dans la chambre 101 ? Le visage d'O'Brien reste de marbre. Il murmure simplement cette phrase qui fait froid dans le dos. Vous savez ce qui s'y trouve, Winston ? Tout le monde le sait. Le piège se referme sur Winston, épuisé, à qui on injecte un sédatif pour apaiser ses tremblements. Il s'endort sous le regard vigilant d'O'Brien. Le grand broyage de l'âme continue. Winston a commencé à céder sur la vérité mathématique et la logique. La prochaine étape sera de briser ses dernières forces morales. Le temps a encore coulé et Winston entre dans la deuxième phase de sa rééducation. O'Brien lui explique qu'il y a 3 étapes dans sa réintégration, l'apprentissage, la compréhension et l'acceptation. Winston est désormais prêt à comprendre. O'Brien regarde Winston, toujours attaché, et lui pose la question fatidique. Vous savez comment le parti se maintient au pouvoir ? Maintenant, dis-moi pourquoi. Quel est notre motif ? Winston réfléchit un instant. Il se dit qu'O'Brien veut lui faire dire une réponse classique, celle des vieilles dictatures, que le parti exerce le pouvoir pour le bien de la majorité, parce que les hommes sont des créatures fragiles incapables de se gouverner elles-mêmes. Mais à peine Winston commence-t-il à formuler cette pensée qu'O'Brien, d'un coup de manette, lui inflige une décharge de douleur. « Stupide Winston !» tonne O'Brien. Il lui révèle alors la vérité la plus pure et la plus terrifiante du régime. Le parti cherche le pouvoir pour le pouvoir, uniquement pour le pouvoir. Le parti ne s'intéresse ni au luxe, ni à la richesse, ni au bonheur des autres, ni à la longévité. Il ne veut que le pouvoir brut, total, infini, le pouvoir sur les êtres humains, sur leur corps, mais surtout sur leur esprit. O'Brien expose ensuite sa vision du monde, un solipsisme collectif délirant où la réalité n'existe pas en dehors de l'esprit humain. Et puisque l'esprit humain est contrôlé par le parti contrôle tout. Si le parti décrète que la Terre est le centre de l'univers et que les étoiles ne sont que des petits morceaux de feu à quelques kilomètres de nous, alors c'est la réalité. La nature, les lois de la physique, le passé, tout plie devant la volonté du parti. Et comment s'assure-t-on d'exercer un pouvoir sur un autre être humain ? O'Brien donne la réponse, en le faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas. Si un homme ne souffre pas, comment
être sûr qu'il obéit à votre volonté et non à la sienne. Le pouvoir consiste à déchirer les esprits humains et à les rassembler ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies. C'est là qu'O'Brien prononce cette phrase immortelle qui glace le sang. Si vous voulez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain éternellement. Pour achever de briser Winston, pour lui montrer à quel point sa résistance est dérisoire et absurde, O'Brien décide alors de le confronter à sa propre réalité physique. Il le détache et lui ordonne de se regarder dans un miroir vertical au fond de la pièce. Winston s'avance et ce qu'il voit le fait reculer d'horreur. Ce n'est plus un homme. C'est un squelette vivant, une créature grise, décharnée, courbée par la misère et la torture. Ses cheveux tombent par poignées, son corps est couvert de plaies et de saleté. Ses dents se déchaussent et s'effrite. O'Brien lui en arrache une d'un simple coup de doigt pour le lui prouver. Winston fond en larmes devant les ruines de son corps. Il réalise qu'il a été vidé de sa dignité, de sa force, de son humanité. O'Brien le regarde pleurer et lui dit cruel, « C'est vous qui vous êtes mis dans cet état. Voilà ce qu'il reste du dernier homme. » Mais alors, au milieu de ses sanglots, agrippé au lambeau de son âme, Winston redresse la tête. Il regarde son bourreau et trouve la force de prononcer une ultime phrase, un dernier point d'ancrage dans la tempête. « Je ne l'ai pas encore trahi. » Il parle de Julia. Malgré les coups, malgré la faim, malgré les décharges électriques, malgré l'effondrement de sa raison devant les 5 doigts d'O'Brien, Winston l'aime toujours. Il a avoué tout ce qu'on voulait, mais dans le fond de son cœur, il n'a pas renoncé à elle. Il n'a pas demandé à ce que la douleur de Julia remplace la sienne. O'Brien le regarde en silence. Il n'est pas en colère, il hoche doucement la tête et répond avec une régularité terrifiante. « C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Vous ne l'avez pas trahi. » La séance s'achève ainsi. Winston est ramené sur sa couchette. Il a compris le fonctionnement monstrueux du parti. Son corps est en ruine. Mais la dernière forteresse, son amour pour Julia, tient encore le coup. Mais vous connaissez O'Brien, il est patient. Et la troisième étape, celle de l'acceptation, n'a pas encore commencé. Reprenez votre souffle, car le filet continue de se resserrer. Quand vous le voudrez, nous passerons au chapitre suivant. Nous entrons maintenant dans la phase de la reconstruction blanche. Dans ce 4e chapitre de la 3e partie, la torture physique brutale s'arrête. Le parti a brisé les os et la logique de Winston. Il s'attaque désormais au dernier retranchement de sa volonté, lui offrant une trêve trompeuse pour mieux le regarder, se reprogrammer lui-même. Le quotidien de Winston change du tout au tout. On le déplace dans une cellule plus confortable, on lui donne un vrai matelas, des vêtements propres, et on lui permet enfin de se laver à l'eau chaude. La nourriture devient abondante et correcte. On lui sert des ragoûts, de la viande et même du café. Son corps se répare à une vitesse surprenante. Son ulcère variqueux se résorbe à nouveau et il reprend du poids. On lui confie également une petite ardoise blanche avec un morceau de craie. Winston, terrifié à l'idée de rechuter dans la douleur, passe ses journées à s'exercer à la double pensée. Il s'efforce de dresser des barrières mentales pour bloquer toute pensée rebelle avant même qu'elle ne surgisse. Ce que le parti appelle l'arrêt du crime. Sur son ardoise, d'une écriture tremblante mais docile, il écrit noir sur blanc les dogmes que le pouvoir lui a injectés. 2 et 2 font 5, la liberté c'est l'esclavage, Dieu c'est le pouvoir. Il accepte tout, il se force à croire que le passé n'a pas de réalité objective et que Océania a toujours été en guerre contre Eustasia. Son intellect a capitulé sans condition devant la force gravitationnelle du parti. Et pourtant, la forteresse humaine possède des caves sombres que la seule logique ne peut pas gouverner. Un après-midi, alors qu'il s'est endormi sur sa couchette, Winston plonge dans un sommeil profond, loin des calculs et de la surveillance. Il rêve du pays doré, de sa mère, de la lumière. Soudain, il se réveille en sursaut, le corps en sueur, terrifié par son propre inconscient. Dans son sommeil, son cœur a parlé à l'insu de sa raison. Sans s'en rendre compte, il a hurlé de toutes ses forces un nom et un aveu désespéré. « Julia, Julia, mon amour, Julia !» Winston se fige, le cœur battant à tout rompre. Il sait que les télécrans ont tout enregistré. Il vient de commettre l'irréparable. Révéler que son cœur est resté intact. En analysant son propre geste, Winston comprend une vérité magnifique et fatale. Il a accepté les règles du parti. Il a soumis son esprit, mais dans le fond de ses entrailles, il déteste toujours Big Brother. Sa véritable identité s'est réfugiée dans sa haine. Winston échafaude alors un plan d'une noblesse désespérée. Il va continuer à obéir, à feindre la soumission totale, mais il gardera sa haine bien vivante, cachée au plus profond de lui. Il veut mourir en haïssant le parti. Ce serait sa seule et unique victoire, se faire fusiller en restant à l'intérieur un homme libre. Mais on ne dupe pas Big Brother. Les bruits de pas lourds résonnent dans le couloir. La porte de fer s'ouvre et O'Brien entre dans la cellule accompagné de ses gardes dociles. Il regarde Winston avec une lucidité terrible. « Vous avez fait des progrès physiques, Winston, » dit O'Brien d'une voix calme. « Mais sur le plan moral, vous avez rechuté. Dites-moi,
Quelles sont vos véritables pensées envers Big Brother ? Winston, sachant que tout est perdu et refusant de mentir une seconde de plus sur ce qui le définit, redresse la tête et répond avec une honnêteté sauvage. Je le déteste. Le visage d'O'Brien ne trahit aucune colère, juste une immense et froide certitude. Vous le détestez, répète-t-il doucement. C'est bien. Le moment est donc venu de franchir la dernière étape. Vous m'avez dit un jour que vous étiez prêt à tout, mais que vous n'étiez pas prêt à être séparé de Julia. Pour vous, mourir en nous haïssant était une victoire, mais cela ne suffit pas. Nous ne vous tuerons pas tant que vous nous résisterez. Vous devez l'aimer. O'Brien se tourne vers les gardes et prononce la sentence finale, celle qui brise les derniers espoirs de Winston. Prenez-le, emmenez-le à la chambre 101. Le rideau tombe. Les illusions de résistance intellectuelle s'effondrent. Winston est traîné vers les profondeurs les plus secrètes du ministère de l'amour, là où l'attendent ses cauchemars les plus intimes. Winston se trouve au plus profond du ministère de l'amour. Il est attaché sur une chaise, le corps si étroitement sanglé qu'il ne peut même pas tourner la tête d'un millimètre. Face à lui, O'Brien se tient debout, flanqué de gardes qui portent une mystérieuse boîte métallique oblongue munie d'une poignée. D'une voix calme, presque scientifique, O'Brien dissipe le mystère qui entourait ce lieu. Vous m'avez demandé un jour ce qu'il y avait dans la chambre 101. Je vous ai répondu que vous le saviez déjà. Tout le monde le sait. La chambre 101 contient la pire chose au monde. Et la pire chose au monde, mon ami, varie selon les individus. Pour les uns, c'est d'être enterré vivant. Pour d'autres, c'est le feu, la noyade ou l'humiliation. Pour Winston, O'Brien le sait avec une précision diabolique grâce au rapport de la police de la pensée. Ce sont les rats. O'Brien pose la boîte sur la table. C'est une cage double séparée en 2 compartiments. À l'intérieur, Winston peut entendre un grattement frénétique, un couinement aigu et répugnant. Ce sont des rats d'égout énormes, affamés, féroces, maintenus en cage pour ce moment précis. L'horreur de la machinerie se révèle alors. La cage est conçue pour s'ajuster directement sur le visage de la victime, comme un masque de fer. Un système de cloisons coulissant permet d'un simple geste d'ouvrir la porte. Les rats rendus fous par la faim n'auront alors d'autre choix que de se jeter sur le visage de Winston pour se frayer un chemin, lui dévorant les yeux, les joues et la langue. Winston sent une panique animale, viscérale, s'emparer de tout son être. La sueur inonde son front, son cœur cogne à se rompre contre ses côtes. O'Brien s'approche, la cage à la main. Il l'ajuste si près que Winston peut sentir l'odeur fétide des rongeurs à travers le grillage. Voir leurs moustaches s'agiter et leurs dents jaunes acérées à quelques centimètres de ses yeux. Winston est au bord de la folie. Dans ce gouffre de terreur absolue, sa logique s'effondre. Il comprend en un éclair qu'il n'y a plus aucun moyen de raisonner. Plus aucun moyen de supporter la douleur physique. Il n'existe qu'une seule et unique issue pour échapper au croc des bêtes, mettre un autre corps humain entre lui et les rats. Il doit transférer le châtiment, il doit sacrifier la dernière forteresse de son âme, la seule chose qui faisait encore de lui un homme libre. Alors dans un hurlement de bête traqué, aveuglé par l'épouvante, Winston crie frénétiquement les mots de l'irréparable. « Faites-le à Julia, pas à moi. Julia, je me moque de ce que vous lui ferez. Déchirez-lui le visage, brossez-lui les os jusqu'à la moelle. Pas moi, Julia, pas moi. » Le loquet de la cage ne s'ouvre pas. O'Brien fait un pas en arrière et referme tranquillement la boîte métallique. Le piège s'est refermé. Le parti a gagné. Ce que Winston avait juré de protéger au péril de sa vie a été piétiné par lui-même. Il n'a pas seulement avoué des crimes, il n'a pas seulement obéi. Il a arraché Julia de son cœur pour s'en servir de bouclier. La rupture est totale, absolue, définitive. Il ne reste plus rien du dernier homme. Retrouvons Winston. Il n'est plus dans les sous-sols du ministère de l'amour. Il est libre. Ou du moins possède-t-il l'illusion de la liberté. Nous le découvrons assis à sa table habituelle au café de Châtaignier. Une taverne malfamée où se réunissaient autrefois les vieux dirigeants déchus du parti avant d'être éliminés. Winston a changé, il est plus gros, son visage est bouffi et rougi par l'alcool. Devant lui se trouve un verre de gin de la victoire. Ce breuvage a l'odeur de désinfectant qu'il boit désormais du matin au soir par grandes rassades pour engourdir son cerveau. Il passe ses journées à étudier des problèmes d'échecs gravés dans le journal. Aux échecs, voyez-vous, les blancs gagnent toujours. Et dans l'esprit de Winston, les blancs c'est le parti. Le parti gagne toujours. Il a reçu un nouvel emploi, une sinécure inutile et gracieusement payée au sein d'un sous-comité farfelu. Il ne travaille presque plus. Il n'est plus qu'un fantôme en sursis qui attend que la trajectoire de sa vie s'achève. Winston se souvient alors d'un événement survenu un peu plus tôt, par une froide journée de mars. Il avait croisé Julia dans un parc public. Ce moment est d'une tristesse infinie. Il n'y avait plus de passion, plus de complicité, plus aucun désir. Lorsqu'il avait prise dans ses bras, son corps lui avait paru rigide, lourd, semblable à du bois ou à un cadran de pierre. Son visage était marqué, sa taille était épaisse. Mais le pire résidait dans son regard. Ses yeux exprimaient une indifférence mêlée de mépris.
Leur conversation fut brève et d'une franchise terrible. Ils se sont avoués, son phare, ce qui s'était passé dans la chambre 101. « Je t'ai trahi, dit-elle son détour. « Je t'ai trahi, répondit-il. Julia lui expliqua alors la mécanique de la rupture ultime. Quand on se retrouve face à sa pire terreur, on ne peut pas faire semblant. On ne veut pas seulement dire les mots pour que la torture s'arrête. On veut de tout son être que le châtiment s'abatte sur l'autre, sur l'être aimé, pour s'en servir de bouclier. Et une fois que cela a été ressenti, le fil sacré est brisé à jamais. On ne regarde plus jamais l'autre de la même manière. » Ils s'étaient séparés sous une pluie fine, promettant vaguement de se revoir, sachant pertinemment qu'ils n'en feraient rien. Le parti avait réussi à tuer l'amour vrai. Soudain, le télécran du café interrompt les pensées de Winston par une fanfare tonitruante. Une voix officielle annonce une nouvelle extraordinaire, une victoire militaire décisive et totale de l'Océania en Afrique. La foule dans la rue hurle de joie. Le café s'embrase d'une hystérie patriotique. Winston regarde alors le grand portrait de Big Brother suspendu au mur. Un souvenir d'enfance lui traverse l'esprit. Un après-midi lointain où sa mère lui avait acheté un jeu de loi pour l'occuper, et où ils avaient ri ensemble, heureux et innocents. Mais Winston repousse immédiatement cette image. C'est un faux souvenir, se dit-il, une illusion dangereuse. Sa mémoire s'autocensure instantanément. Il lève les yeux vers le visage moustachu de Big Brother. Les larmes lui montent aux yeux. Ce ne sont pas des larmes de tristesse ou de regret. Ce sont des larmes de soulagement, de dévotion et d'extase. Winston ressent une paix immense. La lutte est finie. La longue guérison est achevée. La balle, tant attendue, celle qui doit lui traverser la cervelle pour l'effacer définitivement, vient virtuellement d'entrer dans son crâne. Il a enfin remporté la victoire sur lui-même. Il a abdiqué sa raison, son passé, son individualité et ses souvenirs. Ces mots résonnent dans sa tête. Maintenant, il aime Big Brother.